Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver pour une vidéo biathlon puisqu'on est qu'à quelques semaines maintenant des mondiaux d'Oberhof. Les dernières courses de Coupe du Monde ont eu lieu et on arrive maintenant sur la période un petit peu fatidique des sélections qui sont en train de tomber une à une parce qu'il y a moins de place aux mondiaux en général qu'en Coupe du Monde et en fait ça permet de se poser la question des quotas. Je ne sais pas si vous vous l'êtes déjà posé, mais pourquoi la Norvège a par exemple 6 quotas en Coupe du Monde alors que la République tchèque en a que 5? Pourquoi la France a 6 quotas en Coupe du Monde, des fois 7 comme à Cantiolati en début d'année et seulement 4 aux mondiaux? Eh bien je vais essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. On est parti. Et donc pour répondre à ces questions, on va s'intéresser au joyeux bordel du règlement de l'IBU qui est actualisé chaque année, disponible en ligne assez facilement et en anglais, je vous mets le lien dans la description. Et donc pour définir le nombre de quotas par nation, donc le nombre de biathlètes autorisés à participer à une course donnée, il faut se rendre à partir de la page 61 où on va avoir notamment des tableaux pour la Coupe du Monde et les championnats du monde qui vont donner le nombre de quotas autorisés par rapport au classement de la Nations Cup, la Coupe des Nations de la saison précédente. Et donc ça amène pas mal de précisions, à commencer par la Nations Cup ou Coupe des Nations, qui est un classement complètement parallèle au classement individuel, que ce soit pour le globe de cristal ou les globes de spécialité. Il y a deux manières de marquer des points à la Nations Cup. La première, bien sûr, c'est les relais, masculin, féminin ou mixte, simple ou normal. Le vainqueur d'un relais empoche 420 points à la Nations Cup et on va descendre comme ça ce barème que je vous affiche jusqu'à la 30e place. Globalement, toutes les nations peuvent marquer des points au niveau des relais. Et ensuite, au niveau des courses individuelles, on va attribuer des points de la première à la 110e place, globalement à l'ensemble des biathlètes qui participent aux compétitions individuelles. On est sur un barème complètement différent, 160 points pour le premier, 1 point pour le 110e, et puis ensuite on a tout un barème que je vous affiche là avec le tableau. La petite différence, c'est que en fait, pour une nation donnée, on va compter seulement les 3 meilleurs résultats. Donc par exemple pour les Norvégiens qui font premier, deuxième, troisième, cinquième, mettons, on va seulement prendre la somme des points du premier, du deuxième et du troisième, ce qui est déjà pas mal, on se l'accorde. Et pour compléter ce petit bordel, il y a deux spécificités assez importantes à retenir, c'est que pour les courses individuelles, on va marquer des points à la Nations Cup uniquement pour le sprint et l'individuel, pas pour la poursuite ou pour la mass start, ce que je trouve relativement juste puisque ça permet de ne pas trop favoriser les grosses nations qui qualifient beaucoup d'athlètes en poursuite et en mass start. Et la deuxième chose, c'est que contrairement à la Coupe du Monde maintenant, les championnats du monde permettent de marquer des points à la Nations Cup. Donc voilà, si je vous ai pas perdu jusque là, normalement on a fait le plus dur parce que du coup, avec tous ces points qui sont marqués, on obtient un classement à la fin de la saison. Je vous affiche par exemple le classement de cette saison qui est en cours avec la France notamment qui domine chez les filles et la Norvège chez les garçons. Et donc, on prend le classement de la saison précédente et ça donne le nombre de quotas pour la saison suivante à chaque course. Et donc on va commencer par la Coupe du Monde où je vous affiche maintenant un tableau qui donne le nombre de quotas autorisés pour chaque nation en fonction de son classement à la Coupe des Nations de la saison précédente. Et ce qu'on voit par exemple, c'est que sur la première ligne, les nations classées de 1 à 5 ont le même nombre de quotas, 8 enregistrements et 6 au départ autorisés. La distinction est importante, c'est-à-dire que par exemple la France n'a pas le droit d'engager plus de 6 coureurs sur une même course. Par contre, elle a le droit d'enregistrer jusqu'à 8 coureurs différents. C'est ce qui permet par exemple de faire concourir plus de 6 biathlètes sur l'ensemble de la saison, et ce qui a permis notamment de faire tourner entre Oscar Lombardon, Éric Perrault et Emilien Claude. On a 7 Français qui ont participé à des courses en Coupe du Monde cette année, mais pas plus de 6 en simultané. Donc ça fait bien 6 quotas pour les 5 meilleures nations de biathlon, puis 5 quotas pour les nations classées de 6 à 10 la saison d'avant, 4 quotas pour les nations classées de 11 à 17, 3 pour les nations classées de 18 à 23, et 2 quotas minimum pour les nations classées 24 et 25e. Et on voit une petite ligne NF Wildcards en fait, qui est un système mis en place par l'IBU pour inviter des biathlètes qui font partie de nations qui ne sont pas classées dans le top 25 en Coupe du Monde. On a droit jusqu'à 8 invitations par sexe, une par nation bien sûr, et c'est ce qui va permettre par exemple à la Groenlandaise Sletemark ou encore au néo-zélandais Camperwright de participer à la Coupe du Monde alors que leur nation est très très loin au classement des nations. Et comment ils obtiennent ce précieux sésame? Eh bien c'est pas très clair, l'IBU parle dans son règlement d'un système de qualifying points, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, ni dans le règlement de l'IBU, ni sur internet tout simplement. En gros, en fonction des résultats en Coupe du Monde et en IBU Cup, ou encore même d'autres compétitions, eh bien les biathlètes marquent des points, et donc les 8 meilleurs biathlètes qui ne font pas partie des 25 meilleures nations obtiennent ce précieux sésame, cette invitation en Coupe du Monde.
Donc bon, si on ne tient pas compte de ce système un petit peu bizarre de wildcards, le système est plutôt clair. Globalement, on a un nombre de quotas associé à son classement à la Nations Cup de la saison précédente. Il y a deux petites règles supplémentaires qui s'ajoutent en début et en fin de saison pour la première et la dernière étape. Lors de la dernière étape de la Coupe du Monde, le plus généralement à Oslo, eh bien, il y a certaines nations qui obtiennent des quotas supplémentaires. En gros, le pays vainqueur de l'IBU Cup chez les hommes et chez les femmes et des mondiaux juniors chez les hommes et chez les femmes obtient un quota supplémentaire, et c'est ce qui a permis notamment à Lujan Mono de participer à la Coupe du Monde à Oslo la saison dernière, ou encore à Teresa Vobornikova pour la République tchèque. Ça a rajouté un quota pour ces pays. On permet notamment lors de la dernière étape d'augmenter de 2 le nombre de quotas autorisés pour les nations qui auraient beaucoup de membres dans le top 10 du général de la Coupe du Monde. Ça vaut principalement pour la Norvège, et c'est pour ça que la Norvège avait 9 coureurs chez les hommes lors de la Coupe du Monde à Oslo en fin de saison dernière. C'était carrément un régiment. Et si on parle de la saison suivante, eh bien, les pays dont un des biathlètes a remporté le classement de l'IBU Cup obtiennent un quota supplémentaire qui doit être rempli par cet athlète. C'est pour ça que Lujan Mono a pu participer à la première étape de la Coupe du Monde à Kontiolahti cette saison. Donc maintenant qu'on a fait la Coupe du Monde, on peut passer aux championnats du monde, notamment ceux d'Oberhof qui vont commencer dans quelques semaines, où on a un tableau de correspondance également entre les résultats en Nations Cup de la saison précédente et le nombre de qualifiés et de quotas pour la saison actuelle au niveau des mondiaux. On voit que pour les 5 premières nations, eh bien, on passe de 6 quotas à 4 quotas seulement, c'est pour ça que les sélections sont assez difficiles. En fait, les 5 meilleures nations au biathlon ont autant de quotas au championnat du monde que les nations classées de 6 à 15, également 4. Les nations classées de 16 à 25 ont 3 quotas, et les nations classées de 26 à 30 ont 2 quotas. La grosse différence, c'est qu'on voit que, contrairement à la Coupe du Monde, où les 25 premières nations avaient des quotas, là c'est les 30 premières nations qui ont des quotas. On ouvre un petit peu plus les championnats du monde, ce qui me paraît assez logique. Et enfin, on a un nombre de wildcards qui augmente un petit peu, aussi sous le même format. On a jusqu'à 10 biathlètes qui sont invités aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et à tout ça, on va rajouter deux petites règles pour les championnats du monde. La première, qui est toute nouvelle, je crois, c'est que si une nation a plus de 4 biathlètes dans le top 15 du général de la Coupe du Monde avant les championnats du monde, eh bien, elle gagne un quota supplémentaire. Évidemment, ça concerne surtout la Norvège chez les hommes cette année, qui a 5 biathlètes dans le top 15 et donc qui va gagner un quota supplémentaire. Les Norvégiens, contrairement aux Français, seront au minimum 5 sur chaque course. Et la deuxième, eh bien, c'est que les nations dont les biathlètes sont tenants du titre au championnat du monde obtiennent un quota supplémentaire sur la course concernée. Par exemple, la Norvège, qui avait été championne du monde via Sturla Leigrid sur l'individuel, obtiennent un quota supplémentaire sur l'individuel, et donc ils seront 6 à pouvoir participer à l'individuel des championnats du monde. Également, la Suède, qui avait remporté le sprint via Martin Ponsiluoma, obtient un quota supplémentaire pour le sprint uniquement. Petite précision, pour la poursuite, bien sûr, vu qu'on est sur un système qualificatif qui dépend du sprint, eh bien la nation qui est tenante du titre sur la poursuite obtient un quota supplémentaire pour le sprint. Donc là, on parle de la France, bien sûr, avec Emilien Jacquelin qui avait été champion du monde en 2021. La France obtient un quota supplémentaire du coup pour le sprint des championnats du monde. Petit ajout à la vidéo pour vous parler de deux petites règles que j'avais pas identifiées lors de la préparation initiale. La première, c'est que, en fait, il va y avoir des quotas supplémentaires qui vont être ajoutés dans le cas d'Oberhof 2023 pour les tenants du titre aux Jeux Olympiques. Et donc ça va permettre chez les garçons, typiquement à la France, de récupérer un quota sur l'individuel et sur le sprint, et à la Norvège de récupérer un quota sur la mass start et le sprint. Et chez les femmes, ça va permettre à l'Allemagne de récupérer un quota sur l'individuel, la Norvège 2 sur le sprint, et la France 1 sur la mass start. Et deuxième règle, c'est que avec tous ces quotas supplémentaires qui ont été rajoutés, on pourrait potentiellement avoir une nation, la Norvège pour pas la citer, qui se présente avec 8 athlètes par exemple sur le sprint, et donc l'IBU a décidé de fixer quand même une limite à 6 représentants d'une même nation pour toutes les courses des mondiaux. Et du coup, en tenant compte de tous ces quotas bonus, on peut actualiser le tableau des quotas autorisés pour chaque nation aux mondiaux d'Oberhof, à commencer par celui des hommes, où globalement la Norvège, la France et la Suède, qui à la base avaient seulement droit à 4 quotas pour chaque épreuve, vont avoir un petit peu plus. La Norvège pourra aligner 6 biathlètes pour chaque course, la France 5 en individuel, 6 au sprint et 5 en mass start, et la Suède 4 en individuel, 5 en sprint et 4 en mass start. Et chez les filles, c'est un petit peu plus diversifié, puisque la Norvège par exemple pourra surtout aligner 6 filles sur le sprint mais 4 sur les autres courses, l'Allemagne et la République tchèque pourront aligner 5 filles sur l'individuel, 4 sur les autres courses, et la France et l'Autriche pourront aligner 5 filles sur la mass start contre 4 pour l'individuel et le sprint. Petit cas particulier parce que là il faudrait globalement que les filles alignées sur le sprint soient pas forcément les mêmes que celles sur l'individuel pour qu'il y ait potentiellement 5 filles qui puissent se qualifier en mass start, mais en tout cas ces deux nations ont la possibilité de faire ça. Pour ceux qui ont survécu jusque là dans cette vidéo, je termine par une petite chose sur la mass start, qui est la seule course à avoir un format de qualification un petit peu différent aux mondiaux par rapport à la Coupe du Monde. En Coupe du Monde, on prend les 25 meilleurs du classement général et on rajoute les 5 meilleurs de la semaine.
En championnat du monde, on prend les 15 meilleurs du classement général, on rajoute tous les médaillés des 3 épreuves précédentes, individuelles, sprint, poursuite, qui ne sont pas dans le top 15 du classement général, et on complète avec les meilleurs biathlètes restants sur les championnats du monde, donc sur les 3 épreuves précédentes. Et donc je m'arrête là pour toutes ces explications, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair, j'ai passé pas mal de temps à faire des recherches là-dessus parce que le règlement, même s'il essaye d'être clair, il se retrouve à être assez bordélique quand même au niveau des quotas. Donc voilà, j'espère que vous savez tout maintenant sur les quotas et que ça vous aura plu, surtout. Si c'est le cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo bien sûr, la partager, vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Je vous laisse avec une petite question, est-ce que pour vous le système de quotas tel qu'il est actuellement est trop compliqué à comprendre? Est-ce qu'il faudrait le simplifier ou est-ce qu'il vous convient tel quel? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler biathlon. Ciao ciao.